Bonjour à tous et bienvenue pour cette session des rencontres d'Aix en Seine consacrée à la finance au service de la transition écologique. Combien, comment, avec quel type de financement et de régulation? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre durant cette session placée comme de coutume sous le haut patronage d'un membre du cercle des économistes, en l'occurrence Jean-Paul Paulin. Nos invités, Maya Attig, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Fédération bancaire française. Sylvie Matera, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller à la Commission européenne sur l'union des marchés de capitaux. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Oui, oui. Exactement ça. Lord Adair Turner, qui est lui président de la Commission des transitions énergétiques. Hervé Elias, bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, Bonjour. vous êtes le directeur général du cabinet de conseil Mazars. Et Hervé Écué, bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, vous êtes avocat, associé gérant du cabinet Allen et Overy, sachant que c'est un grand bonheur de vous avoir quasiment tous autour de cette table et que Lord Adair Turner, lui, s'exprimera en vidéo. Jean-Paul Paulin, comme de coutume, vous revient l'honneur d'introduire notre débat. Je vous passe la parole tout de suite, Jean-Paul. Merci Emmanuel. De fait, le secteur financier a vraiment vocation à contribuer de façon décisive d'ailleurs à la transition écologique. Tout simplement parce qu'il a le pouvoir d'orienter les capitaux qu'il mobilise vers des activités, des investissements qui permettraient de corriger les problèmes environnementaux que l'on observe. Alors non seulement il a le pouvoir, mais il y a intérêt. Il y a intérêt parce que les désordres en question sont susceptibles de générer à terme des risques qui menaceraient la stabilité du système bancaire et de façon probablement très grave. Donc on peut se dire que, après tout, le système financier, c'est-à-dire les apporteurs de capitaux, mais aussi les institutions financières de différents types, devraient accorder leurs décisions avec les orientations définies pour parvenir à cette transition écologique. On observe d'ailleurs qu'il y a en ce domaine des foultitudes d'initiatives qui sont prises pour mettre sur le marché des placements nouveaux, des financements également nouveaux qui permettent de répondre justement à l'objectif, à la démarche en question. Il faut même dire qu'il y a tellement d'initiatives de ce type qu'on s'y perd un peu, que tout ceci demanderait de la clarté et surtout aussi que ça mériterait une certification de ces différents produits de façon à éviter le phénomène dit de greenwashing qui consiste au fond à des effets d'annonce qui ne sont pas suivis de réalités convenables. Donc, il faut se demander aussi, d'ailleurs, si les produits en question, ils sont suffisamment attractifs pour que, par rapport aux produits traditionnels, pour faire en sorte que cette orientation des capitaux s'opère spontanément par un engagement volontaire des différents acteurs. Or, de cela, on peut quand même douter. Pour, je crois, deux raisons, au moins deux principales raisons. La première tient au fait que l'horizon des décisions financières est sans doute de court moyen terme, alors que les conséquences des désordres environnementaux dont je parle, on va les voir à plus long terme. Et donc il y a un problème, il y a un biais de comportement en l'occurrence qui doit être corrigé. Un autre problème qui doit être corrigé, c'est le fait que l'environnement, c'est un bien commun. Et comme tous les biens communs, il est soumis à ce qu'on appelle des externalités, c'est-à-dire que la rentabilité sociale, la rentabilité collective des investissements en question, des activités en question, est supérieure à la rentabilité privée, c'est-à-dire la rentabilité que peuvent en tirer les investisseurs en question.
Donc ça, c'est un phénomène classique d'externalité que l'on corrige en principe par le biais de prix, par le biais de, ça peut être des pénalités sur des investissements dits bruns, c'est-à-dire des investissements à forte énergie carbone, ou ça peut être au contraire des avantages donnés à ces différentes aux activités vertes, au contraire. Alors, pour cela, il faut une intervention publique, en l'occurrence, et plus laisser le champ libre aux seules incitations privées. Et ces interventions publiques, il peut y en avoir, mettons, de 3 ordres. La première, ce serait les politiques monétaires. Est-ce que les politiques monétaires peuvent agir? Alors, on sait que les banques centrales, d'ailleurs, sont extrêmement mobilisées sur cette question, et parce que elles sont soucieuses de la stabilité financière à terme de l'économie. Cela dit, la politique monétaire, elle a d'autres objectifs, et donc c'est peut-être compliqué de combiner ces différents objectifs. Donc là, on peut avoir des opinions différentes. La deuxième type d'intervention, c'est la régulation prudentielle, c'est-à-dire la régulation des institutions financières, aussi bien les banques que les compagnies d'assurance, que peut-être l'industrie de management d'actifs, qui si elle prend des risques, elle doit au fond les assumer. Et les assumer, ça implique avoir ce qu'il faut en ressources, et, notamment en fonds propres, pour précisément supporter les désordres, les risques qui seraient susceptibles de se manifester. Et enfin, le troisième type d'intervention, c'est tout simplement la politique environnementale. Par exemple, rationnement, ou plutôt réduction de certains types d'activités, c'est le fameux prix du carbone dont on parle souvent et dont on n'a pas réussi jusqu'à présent, à mettre en place. Alors ça, c'est effectivement un autre type de réglementation qui sort du secteur financier, qu'il faudrait d'ailleurs probablement coordonner avec ce que l'on ferait au niveau du secteur financier, mais d'une certaine façon, c'est une autre histoire dont je pense d'ailleurs que ce serait peut-être l'intervention la plus efficace. Je vous remercie, Emmanuel. Merci Jean-Paul. Alors, on va tout de suite passer la parole à Lord Turner. Est-ce que vous nous entendez? Good. I can hear you very clearly. Oui, merci. Je vous entends très bien. Je sais que vous comprenez le français. Puis-je poser ma question en français? Vous répondrez en anglais. Écoutez en français. Ok. Lord Turner, vous soulignez à quel point les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont à la fois ambitieux mais atteignables au prix d'investissements considérables qui nécessitent évidemment d'embarquer le monde de la finance. Ma question est assez simple: comment fait-on pour embarquer le monde de la finance dans cette grande aventure qu'est la transition écologique? Hello. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez, et je voulais dire que c'est pour moi un grand plaisir de participer à ce débat. Permettez-moi de dire quelques mots sur le défi général du changement climatique et du rôle général que peut jouer le système financier là-dedans. Et je parle en tant que président d'une organisation qui s'appelle la Energy Transitions Commission, qui est un groupe d'entreprises qui travaillent dans ce domaine dans le monde entier. Nous pensons que pour éviter un changement climatique catastrophique, il faut atteindre 0 émission nette d'ici 2050, à la fois dans les pays développés et en développement. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible technologiquement, et ce sans aucun doute, mais le coût économique pour réduire cela avec un PNB atteignable d'ici 2050 est tout à fait réalisable.
Donc, on voit des chiffres croissants, un nombre croissant de pays et d'entreprises qui s'engagent vis-à-vis de cette émission zéro net d'ici 2050. Et il y a différents secteurs, y compris des secteurs que l'on pensait par le passé comme des secteurs très difficiles, tels qu'ArcelorMittal, qui annonce avoir zéro émission d'ici 2050, ou Maersk, société de transport maritime, différentes entreprises dans différents secteurs se sentent confiantes dans la possibilité d'atteindre cet objectif. Mais si tout cela est possible du point de vue technologie, cela requiert néanmoins d'énormes investissements. D'abord, les agences internationales d'énergie, dans leur World Economic Outlook estiment que d'ici 2030, nous allons investir plus de 1,8 trillion de dollars par an dans le monde entier, alors que le niveau actuel d'investissement, en plus du niveau actuel d'investissement. Donc, si vous regardez en termes macroéconomiques, ça n'est pas un problème. Ça représente à peu près 1% de PNP à peu près, ou une augmentation de 4% à peu près des économies et investissements mondiaux. Mais le problème, c'est l'équilibre qui, à l'heure actuelle, on a des taux d'intérêt négatifs. En fait, il est nécessaire d'investir davantage pour pousser la transition énergétique. Et on pourrait penser que du point de vue macroéconomique, c'est même quelque chose qui est positif et bienvenu. Mais les chiffres sont considérables et en fait représentent de gros changements nets, c'est-à-dire de grands glissements d'un secteur à l'autre. L'Agence mondiale de l'énergie indique que 0,5 trillion d'investissements devront être réduits dans les industries fossiles, dans les énergies fossiles, et il faudra aussi, en revanche, davantage d'investissements pour le passage à des énergies non fossiles. Et 500 milliards par an devront être investis dans des formes multiples d'énergie et d'équipement, ce qui reflète le fait que dans le monde entier, les investissements sont dominés par les investissements dans de nouveaux bâtiments notamment. Il faut donc, disais-je, faire glisser les investissements de certains secteurs pour les faire passer à d'autres et afin de passer à des énergies peu gourmandes en carbone. Et dans ce domaine, le monde financier a une grosse tâche à accomplir pour soutenir les bons investissements, que ce soit en termes de dette ou de capital ou d'investissement. Et beaucoup d'institutions financières, de sociétés et de pays prennent des engagements vis-à-vis d'une émission zéro net. Par exemple, dans notre commission de l'énergie, nous avons une société telle qu'Alliance, nous avons HSBC pour les prêts et la bancaire qui s'engagent à être des entreprises qui seront compatibles avec le fameux zéro net. Mais ce que demandent beaucoup de ces institutions à l'heure actuelle, qu'est-ce que cela signifie quand une banque s'engage, par exemple, ou un gestionnaire d'actifs s'engage à cette émission zéro net d'ici 2050? Eh bien, il y a tout d'abord l'énergie qu'ils utilisent eux-mêmes. Il faut qu'ils s'assurent que dans leurs opérations propres, ils soient à zéro émission de carbone. Mais il est important aussi de voir dans quoi ils investissent et à qui ils prêtent. Que doivent-ils donc faire? Eh bien, ils doivent voir à qui ils prêtent et dans quoi ils investissent pour être bien compatibles avec un avenir zéro carbone. De toute évidence, il faut éviter des points de vue simplistes. Si vous regardez l'intensité d'utilisation de carbone d'une entreprise à laquelle vous prêtez de l'argent, vous allez dire, bon, cette société de détail ou cette société d'avocats ou cette société de loisirs a une faible production de carbone en fonction de son revenu, ce qui est très peu par rapport à un moulin ou à autre chose.
mais par rapport à une aciérie. Mais en revanche, il faut aussi quand même investir dans les aciéries et leur prêter de l'argent afin qu'elles puissent réinvestir dans de nouveaux actifs à faible émission de carbone. Il est donc difficile de voir comment on peut arriver à ce zéro net. Dans cette commission de transition énergétique, nous avons beaucoup d'institutions financières qui travaillent à répondre à cette question et nous pensons qu'il est important de voir les défis par secteur, car lorsque l'on subdivise les éléments sectoriels des portefeuilles de prêt, il y a des éléments différents à voir. Dans de nombreux secteurs, l'institution financière aura un rôle relativement faible à jouer pour pousser à ce zéro carbone. Par exemple, l'éducation, les loisirs, les spectacles, l'hospitalité. Ce sont des domaines où l'énergie représente une faible part de la valeur ajoutée et en fait, elle se limite à l'électricité. Donc, le côté crucial sera de décarboner la puissance énergétique. Et les financiers n'ont pas vraiment à financer de gros équipements énergétiques pour ces entreprises-là et ces secteurs, et ça n'est pas fondamental. Alors, ce qui compte là, pour ces secteurs-là, ce sont les réglementations et les stratégies gouvernementales concernant la décarbonatation des systèmes énergétiques, et afin que l'électricité qu'ils utilisent ait zéro émission de carbone. Alors, que peuvent faire les financiers? Ils peuvent dire, bon, ben, nous avons décidé que dans notre propre activité, nous n'allons utiliser que des énergies renouvelables, une électricité renouvelable, et nous voulons que nos clients le fassent aussi. Nous les encourageons à le faire et nous soutenons la décarbonisation du secteur énergétique dans toute l'économie. Mais ça n'est pas plus complexe que cela. En revanche, quand vous passez à des domaines, des secteurs qui utilisent beaucoup d'énergie, le ciment, l'acier, le plastique, les transports maritimes, vous êtes face à des secteurs où l'énergie représente une grande partie des coûts entrants, des intrants. Donc, les sociétés financières ou les prêteurs vont devoir apporter des fonds qui vont soutenir l'introduction des décisions d'investissement à long terme et irréversibles. Par exemple, un navire qui va être acheté en 2025 et qui continuera à transporter du fret en 2050. Donc, il est très important de savoir quelles sont les feuilles de route faisables, par exemple pour l'aviation, pour les aciéries ou les transports maritimes, pour passer de leur consommation actuelle à l'émission zéro carbone d'ici 2050. Et en fonction de cette feuille de route, les sociétés financières apporteront leur appui aux entreprises qui suivent cette feuille de route et pas à celles qui ne le font pas. Et si vous avez une aciérie qui veut conduire une nouvelle usine d'acier ou une coquerie, eh bien, nous, on ne va pas les financer parce que ce ne sont pas les bons actifs. Il y a un secteur très important pour les entreprises qui sont la construction et l'immobilier. Souvent, on ne se concentre pas assez là-dessus. Si vous regardez le portefeuille des prêts de la plupart des grandes banques dans le monde, vous vous apercevrez que 50% sont des prêts immobiliers, que ce soit résidentiels ou pour la construction ou pour les entreprises. Et on s'aperçoit que dans l'économie moderne, une grande partie de la base des actifs et de tous les investissements capitalistes font dans l'immobilier ou d'autres formes de construction d'infrastructures et de bâtiments. Il est donc essentiel que les institutions financières aient également une stratégie dans ce domaine. Et cette stratégie-là va devoir être concentrée sur 2 points. Tout d'abord, l'intensité de production de carbone du processus de construction lui-même, avec le ciment et l'acier notamment, qui sont 2 produits de base qui sont très carbonés.
Donc, il est important de financer des constructions qui vont réduire au maximum l'utilisation de l'acier ou du ciment, utiliser aussi de préférence des aciers à moindre émission de carbone, et si possible à terme zéro carbone, et il en va de même pour le ciment. Et ça, c'est important pour les institutions financières. Il y a des secteurs et de biens de consommation qui représentent une forte émission de carbone dans leur utilisation, par exemple les moteurs à combustion ou dans leur production, comme la mode. Il est donc important que les institutions financières voient quelle doit être la feuille de route claire de ces entreprises et ce qu'elles prévoient pour d'ici 20 ans ou si possible avant. Par exemple, vendre des produits tels que des véhicules électriques qui utilisent moins de carbone ou de vendre des vêtements, par exemple, qui demandent moins de carbone dans leur production et comment elles vont donner priorité à cela. Merci. Enfin, le secteur énergétique, il est nécessaire de soutenir les investissements dans l'énergie zéro carbone, des investissements massifs dans une électrification verte. Ce sera la seule manière. Il faut construire une économie qui utilise 4 à 5 fois plus d'électricité qu'à l'heure actuelle. Donc, il faut une grosse électrification, des investissements massifs dans l'électricité renouvelable, y compris sur les marchés en développement qui ont le problème fondamental du coût des capital. Et enfin, il y a le problème de l'approche. On est obligé de vous interrompre. When financiers deal with the fossil fuel companies to have a clear strategy for. Il nous faut une stratégie claire pour des réductions planifiées de combustibles fossiles. Donc, il ne faut plus de mines de charbon. Il faut une production de gaz à bas coût et moins d'exploration. Parce qu'on a déjà plus de pétrole et de gaz que ce qu'on peut produire. Il n'est pas nécessaire d'en chercher davantage. Il y a aussi d'autres critères pour aider certaines entreprises et il faut soutenir les entreprises pétrolières et gazières qui se sont déjà engagées à être à zéro net d'ici 2050, telles que Shell, Total et BP. Ils prennent des engagements crédibles et je pourrais en nommer d'autres dont vous pouvez deviner le nom et vous pourriez aussi on pourrait penser à certaines qui n'ont pris aucun engagement. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est quel est le défi financier et comment les institutions financières, que ce soit des gestionnaires d'actifs ou des prêteurs, des bailleurs, doivent réfléchir pour cette transition écologique. Il y a bien sûr aussi une série de problèmes pour les régulateurs et les politiques publiques pour savoir si on peut aider, contrôler, encourager et inciter les institutions financières à aller dans ce sens par le biais des stress tests des banques centrales, la réduction des risques, la disposition des banques centrales à aider des opérations quantitatives ou par la définition d'un green bond. Et je pense que les autres parleront des besoins spécifiques. Mais on m'avait demandé de donner un aperçu d'ensemble de ce que doivent faire les institutions financières pour nous pousser vers cette transition énergétique. Merci. Merci Lord Turner, et c'était très complet et très convaincant. Alors justement, il a soulevé plusieurs aspects, Lord Turner, Maya Attig par exemple, sur notamment comment les banques vont apporter leur soutien concret à cette transition énergétique. Alors expliquez-nous comment concrètement les banques accompagnent leurs clients justement dans ce processus. Oui, merci beaucoup. Je rappelle, Maya, que vous êtes directrice générale de la Fédération bancaire française.
Merci Emmanuel. Ce que Jean-Paul Paulin a dit en disant que les banques avaient le pouvoir et avaient l'intérêt d'accompagner cette transition, ce que Lord Turner montre, c'est que les entreprises et même les ménages, ils ont aussi ce pouvoir et ils ont aussi cet intérêt. Et en réalité, si je regarde ce que la place de Paris, la place financière avec l'ensemble de ses composantes, la gestion, les assurances, etc., ce à quoi ils se sont engagés en 2019, c'est simplement à être précurseurs dans la transition et à envoyer un signal fort de mobilisation aux acteurs publics et privés. Les économistes aiment beaucoup la notion de signal et je crois qu'elle est extrêmement importante là ici. L'idée que la transition énergétique, c'est l'affaire de tous, la transition écologique avec toutes ses dimensions, c'est l'affaire de tous et qu'il faut accompagner les acteurs dans la transformation de leur mix énergétique et de leur modèle d'affaires, c'est vraiment ce qui imprègne la politique des banques aujourd'hui. C'est un gage de performance durable et on est passé d'un monde où au fond l'écologie et l'économie étaient parallèles à un monde aujourd'hui où on pense vraiment que la finance, elle doit se montrer ouverte à l'ensemble de ses projets et elle doit dire à ses clients ce que vous ferez pour aller dans le sens de la transition énergétique. Et si je résume ce qu'a dit Monsieur Turner, c'est que les chemins sont très différents. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres, selon votre point de départ, selon vos technologies. Donc tout ce que feront les clients, particuliers et entreprises là-dessus, ils trouveront le financement qui leur permet d'y aller. Ça, c'est un message très fort. Alors, bien sûr, dans tout le reste de la table ronde, on verra que la mise en œuvre, elle est extrêmement complexe. Mais je crois que le message, il est extrêmement simple. C'est que les banques françaises, ils vont y aller. Les banques, c'est le miroir de l'économie. Donc, ils prennent l'économie telle qu'elle est. Et ce miroir, en fait, le reflet va changer progressivement. Si je parle des crédits aux entreprises en France, on est quasiment à 1200 milliards de crédits aux entreprises. Une partie de ces crédits sont des crédits qui sont identifiables comme allant dans le sens de la transition énergétique. Une partie de ces crédits, ils sont non affectés. Je prends un exemple très parlant aujourd'hui, les prêts avec la garantie de l'État. Bon, on va avoir plus de 100 milliards de prêts. On les a déjà dépassés, les 100 milliards de prêts. Bon. Ceux qui ont été faits aux très grandes entreprises, ils ont vraiment été travaillés sur les très grandes entreprises pour avoir les engagements qui permettent d'aller dans le sens de cette transition. Tout le monde voit à quoi je fais référence, que ce soit Air France ou Renault. Pour beaucoup de TPE, on a 90% de bénéficiaires qui sont des TPE. Une grande partie d'entre elles, elles ont fait ça pour payer les salaires, pour payer les loyers. Bon, on n'allait pas leur dire « Ah ben non, un salaire, c'est pas vert, on le paye pas ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, je crois que c'est très important de faire tout ce travail en finesse. Et comme l'ont dit les précédents intervenants, il y a beaucoup de nuances. C'est pas des nuances de vert, mais simplement les approches binaires qui sont c'est vert ou c'est pas vert, ça peut pas marcher. Ce qui compte, c'est vraiment le chemin et la dynamique. Et cette dynamique, elle est vraiment en œuvre, qu'il s'agisse de rénovation énergétique, de PME, de TPE. Tout simplement, un ou deux exemples d'engagement des banques dans ce domaine. Un engagement très clair de sortie du charbon qui a été publié par les différentes banques françaises. Alors, le charbon, c'est pas seulement la production de charbon, c'est les entreprises à forte intensité, à forte activité dans le domaine du charbon. Donc là aussi, une idée très simple et une mise en œuvre qui est compliquée au plan méthodologique et donc les marches, les mises en marche qui sont faites tiennent compte de cette complexité. Deuxième engagement, un accompagnement de la transformation des clients. Troisième engagement, une évaluation continue des portefeuilles avec des méthodologies qu'il faut établir. Et là encore, méthodologie complexe, idée simple. Quand on prend un engagement, il faut pouvoir le mesurer et y aller. Et donc la complexité, il y a des tas de gens dont c'est le boulot de gérer la complexité, mais le nôtre, côté bancaire, c'est de dire que ce signal d'accompagnement, il est là, il est clair. Et puis, dernier engagement, rigueur scientifique, rigueur collective. Il y a un observatoire, Finance for Tomorrow, qui dépend de la place de Paris, qui se met en place, avec un conseil scientifique qui sera garant de la rigueur de tout cela. Voilà. Donc, en résumé, les banques françaises, elles ont un défi qui est d'accompagner cette transition de façon inclusive. Elles ont une force, c'est une capacité de financement, une solidité, un accès à la liquidité qui est très important, une capacité d'innovation, des équipes très engagées pour qui c'est important
de montrer que les banques, elles sont au rendez-vous des attentes de la société et de l'économie. Et puis, cet engagement qu'elles ont, il faut le tenir dans le temps et il faut gérer cette dynamique. Voilà, donc beaucoup de leaders dans le domaine de la finance verte, beaucoup de leaders français dans le domaine de la finance verte, et ça ne va pas s'arrêter. Merci beaucoup. Merci Maya. Alors à côté de la banque, il y a l'industrie de la gestion d'actifs. Hervé Elias, je rappelle que vous êtes le directeur général de Mazars. Et alors là, ça commence à ressembler à un maquis un peu inextricable. Comment on fait pour s'y retrouver dans cette maquis, jungle, comme vous voulez, de l'épargne verte? Alors avant d'en venir au maquis ou à la jungle, je crois que mettre la finance au service de la transition écologique, d'abord, c'est indispensable. Juste un chiffre, aujourd'hui en France, on investit 30 milliards dans la transition écologique. Si on veut respecter les engagements demain, c'est 60 à 70, c'est le double. Donc on voit que c'est absolument indispensable. La bonne nouvelle, c'est que la finance, elle est presque prête. Alors on a d'un côté les émetteurs qui, je crois, ont pris conscience de leur rôle dans cette transition écologique et qui sont à la recherche des moyens de la financer parce qu'elle est très coûteuse. Et on voit bien tous les efforts qui sont faits en matière de reporting extra-financier. Mais le plus remarquable, c'est le chemin qui est parcouru par les investisseurs. Il y a un petit peu plus de 3000 investisseurs aujourd'hui qui ont signé les principes de l'investissement responsable des Nations Unies. C'est 2 fois plus qu'en 2016. On a vu des prises de parole quand même extrêmement fortes des grands asset managers mondiaux, et notamment récemment de BlackRock, à la fois, à mon avis, par conviction personnelle de leurs dirigeants, mais aussi par stratégie d'investissement. Alors, non pas qu'on soit capable de démontrer qu'un investissement vert, il est plus rentable qu'un autre, je pense que ça fera peut-être l'objet d'un débat, mais le risque d'investir dans des produits qui ne sont pas verts, en revanche, a très largement augmenté. Or, on sait qu'un investisseur, il investit sur un couple risque-rentabilité. Et juste au passage, de ce point de vue-là, le rôle des banques centrales, qui aujourd'hui, et en particulier de la Banque de France, qui intègrent dans leur approche micro-prudentielle et de façon plus importante macro-prudentielle ce risque de transition écologique, a sans doute incité aussi ces acteurs à évoluer. Donc, on a des émetteurs qui sont prêts, on a des investisseurs qui sont prêts, des acheteurs, des vendeurs. Il y a de l'épargne. Il y a de l'épargne, il y a de l'argent. Donc, ce qui nous manque, en fait, c'est un marché. Et dans un marché, qu'il soit financier ou pas financier, ce qu'il faut, c'est correctement définir les produits et les acteurs. Donc, le sujet de la labellisation, il est important. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des cadres de reporting extra-financiers qui sont différents et très différents parfois d'un pays à l'autre. Et on a une prolifération d'acteurs sur la labellisation, que ce soit la normalisation ou que ce soit le rating des produits. J'en ai recensé un petit peu plus d'une centaine dans le monde. Et donc, à la fin du jour, on voit que pour les émetteurs, c'est très compliqué et très coûteux d'arriver à produire de l'information ESG qui n'est pas normée, mais c'est encore plus difficile pour les investisseurs de se faire une idée sur ce que vous avez appelé les 50 nuances de vert et d'éviter le fameux greenwashing. Alors j'en terminerai par là. La bonne nouvelle, c'est que en même temps que la Commission européenne a annoncé un grand plan d'investissement écologique, elle a annoncé 2 choses. D'abord, un grand programme de taxonomie des investissements verts qui me paraît absolument indispensable. Et le deuxième sujet qui s'ouvre maintenant, qui est la définition d'un cadre de reporting ESG. Et je pense que l'Europe est véritablement, ce ne sont ni les Américains ni les Chinois aujourd'hui qui vont pouvoir faire ça, l'Europe est capable de prendre un temps d'avance sur cette normalisation. Et si on l'a fait, je pense qu'elle va permettre au marché véritablement de fonctionner à plein. Ouais, espérons, parce que c'est compliqué de s'y retrouver. Alors on va aborder le sujet par un autre bout qui est une autre pièce du puzzle. Hervé Écué, vous êtes vous avocat chez Allen et Overy. Alors sur la réglementation cette fois-ci en matière de finances durables, est-ce qu'on a fait une grande partie du chemin? Est-ce qu'on a progressé? Et qu'est-ce qui reste encore à parcourir comme chemin? Oui, merci Emmanuel. Je pense que on a fait une partie du chemin. Lorsque l'on regarde les textes, on parlait un petit peu, mais lorsqu'on regarde les textes, il y a une prolifération de textes. Au départ, c'était des textes qui étaient des textes incitatifs, hein, l'approche un peu best in class.
et on est progressivement en train de se diriger vers des textes qui seront, en tout cas, qui ont vocation à être contraignants, mais on n'y est pas. On n'y est véritablement pas. Le problème est systémique. Je pense qu'effectivement, il a été dit qu'il ne suffit pas qu'un label soit ou qu'une norme soit imposée en Europe, il faut qu'elle le soit au niveau international. Dans une situation où on a un problème systémique, il faut qu'une organisation qui gère des problèmes systémiques soit la première à intervenir. Je mentionnerai notamment les règles qui ont été établies à partir de 2015, en tout cas des objectifs qui ont été posés par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015, qui a posé des objectifs de développement durable sur 3 dimensions, une dimension économique, une dimension sociale et une dimension environnementale. On a parlé de l'aspect environnemental, mais il y a l'aspect social et économique qui est particulièrement important. Bien sûr, vous connaissez également les engagements qui ont été pris dans le cadre de l'accord de Paris. Un certain nombre d'experts ont été regroupés par l'Union européenne pour décider et réglementer ce domaine. Pourquoi? Parce que si les règles ne sont pas claires, si les règles ne sont pas contraignantes, elles ne peuvent pas être suivies. Et il est impossible pour un émetteur, lorsque vous êtes avocat, ce que vous voulez, c'est lorsque vous conseillez ou défendez un client, vous voulez des règles claires. Vous voulez que l'on vous explique ce qu'il faut faire et vous voulez surtout que l'on vous explique comment assurer le suivi d'un engagement que vous avez pris. Parce qu'il est aujourd'hui important que l'on ne vous juge pas simplement sur des engagements que prendrait tel ou tel sur la base d'une publicité qu'on voudrait se faire, mais on a besoin de règles absolument claires. Il est très heureux que la Commission européenne, et Hervé Alias l'a dit, l'Europe et notamment la France est précurseur dans ce domaine. Et il y a un règlement qui vient d'être adopté un règlement européen qui vient d'être adopté le 18 juin, qui établit un cadre qui vise à favoriser les investissements durables. C'est le premier règlement européen. Et pourquoi est-ce qu'on est passé par ce texte technique? Vous savez, un règlement européen, c'est une loi européenne qui est d'application directe dans tous les États et qui n'a pas besoin de transposition. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai parce qu'il y a besoin d'un certain nombre de textes délégués pour préciser les différents éléments qui figurent dans ce règlement. Mais au moins, on part d'un cadre qui est le même au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Ce texte est intéressant parce que il s'applique déjà, il s'applique à l'Union européenne elle-même, il s'applique aux États membres, et il va également s'appliquer aux établissements financiers, Maya Attig en a parlé, mais également aux distributeurs de produits financiers et plus généralement également aux assureurs. Demain, lorsque vous aurez un portefeuille d'assurance vie, lorsque vous êtes gérant d'actifs ou lorsque vous êtes assureur, vous devrez dire quelle est la part qui est verte, la part qui est durable, la part qui est sociale. D'accord? Et donc, ce texte est très intéressant parce qu'il vient poser des mots sur des concepts qui sont soit intuitifs, soit des concepts qui sont un petit peu flous. On a aujourd'hui une définition de ce qu'est un investissement durable. On a inversement une définition de ce qui n'est pas durable. Alors, il y a beaucoup de définitions. Est-ce que le nucléaire, c'est vert? Est-ce que certains actifs qui sont des actifs de transition, mais les interlocuteurs précédents ont également parlé de la nécessité de transition. Et ce texte est intéressant parce qu'il dit, clairement, il y a un certain nombre de critères qui sont verts, de manière évidente. Pour d'autres, on a besoin de transition, on a besoin de temps. Et une entité qui est très carbonée ne peut pas ne pas être financée. Elle a besoin de temps. Lorsque vous êtes une compagnie aérienne, lorsque vous êtes un constructeur automobile, vous avez besoin de temps. Et je mentionnerai typiquement, par exemple, une opération qui avait été faite par La Poste pour une émission d'obligations vertes pour financer l'acquisition de véhicules propres pour la distribution du courrier. Vous voyez, c'est une phase de transition pour un certain nombre d'activités. Donc, si on regarde les textes, et je m'arrêterai là pour qu'on ait du temps pour le débat, mais si on regarde les textes, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à aller vers quelque chose de plus en plus granulaire. La France a adopté un certain nombre de lois dans le domaine également, des lois dites vertes. Le juriste est aujourd'hui un petit peu perdu. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de textes qui s'emboîtent plus ou moins bien, mais on n'a pas encore beaucoup de choses qui sont contraignantes. Le règlement européen que j'ai évoqué, une partie des objectifs qu'il fixe vont devenir obligatoires à partir de janvier 2022 et d'autres à partir de janvier 2023, mais ce n'est que le début d'un certain nombre de réglementations à venir. Donc c'est assez intéressant. En tout cas, c'est un grand pas qu'on a fait, mais il reste du travail. Ça va quand même assez vite. Ça change
très très vite. Oui, alors justement, on va finir le tour de table avec vous, Sylvie Matera, parce qu'on dit ça change très très vite. Reste que il faut pas oublier quand même les fondamentaux du métier de banquier et de financier. C'est que quand vous investissez, c'est pour que quand même ça vous rapporte. Et là, on voit bien, on a quand même des télescopages, notamment sur les questions d'horizon, hein, entre le court terme, le long terme. C'est l'expression de Christian Gaulier qui se joue partout, c'est la fin du mois avant la fin du monde ou pas, quoi. Et là, même pour les banquiers, comment on fait, Sylvie Matera, pour que les banques arrivent à proposer ce type de produits financiers alors qu'on sent bien qu'il y a un problème de rentabilité et que la banque, elle doit quand même respecter certaines exigences en matière de rentabilité? Tout à fait. Oui, effectivement, c'est assez facile de s'accorder sur le fait que cette transition est absolument indispensable. Oui. Je pense que c'est aussi facile de s'accorder sur le fait que les banques sont le vecteur naturel pour le financer. Mais maintenant, du côté des banquiers, il faut aussi qu'ils y trouvent leur compte. Et effectivement, ils ont des impératifs de rentabilité très importants, surtout aujourd'hui dans un environnement où les taux sont ce qu'ils sont. Et où la réglementation a évolué au cours des années de façon extrêmement contraignante. Tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, elles ont un objectif de rentabilité, elles sont sous la pression de leurs actionnaires, et donc il faut absolument qu'elles trouvent aussi leur compte dans cette transition. Alors que, effectivement, vous l'avez souligné, on a un problème d'horizon. Il y a alors le travail d'intermédiation et le travail naturel de la banque, donc là il n'y a pas de souci pour ça, mais dans l'immédiat, comment peuvent-elles choisir raisonnablement d'orienter leur financement vers ce type d'actifs, sachant que leur cours de bourse et les actionnaires sont là pour juger plutôt sur le court terme de l'efficacité des actions des dirigeants. Donc je crois que là, il faut des incitations. Alors on vient de parler d'une série d'incitations, effectivement par la réglementation qui consiste à obliger les établissements à publier un certain nombre d'informations non financières qui sont liés au respect par leurs établissements de financements divers. Donc ça c'est vrai qu'aujourd'hui la réglementation est foisonnante et que c'est un peu compliqué de savoir quand on est un banquier ce qu'il faut exactement publier, mais grosso modo, on sait qu'il faut très régulièrement publier ce type d'informations, que les actionnaires y sont très sensibles, que les fonds d'investissement y sont sensibles, même les clients y sont très sensibles, même je dirais les collaborateurs de l'entreprise y sont également très très sensibles. Donc c'est très important pour l'image de la banque, et aujourd'hui l'image de la banque a un impact indéniable sur son cours de bourse. Donc là, tout ce qui est fait en matière de réglementation non financière, à condition que ça soit clair et si possible harmonisé en Europe, voire plus largement dans le G20, va dans le bon sens, puisque ça c'est une incitation pour que les banques soient plus transparentes sur ce qu'elles font, et quand elles sont plus transparentes, les gens peuvent, les investisseurs, les agences de notation peuvent se faire une idée sur la qualité de leurs produits. La deuxième incitation qui est alors là très très directe, puisqu'elle touche quelque chose qui est au cœur aussi de la gestion quotidienne, je dirais, d'une banque, qui est sa consommation de capital. Ouais. Et donc là, la réglementation prudentielle a un rôle à jouer. Jean-Paul en a parlé. C'est aussi la voie qui a été choisie par le NGFS, donc le Network for Greening the Financial System, où la Banque de France a un rôle déterminant. C'est d'orienter les réglementations prudentielles pour faire en sorte que la consommation de capital aille davantage soit plus favorable pour des investissements, pour des distributions de crédits divers. Ah, donc là, je crois que ça serait plus porteur de pénaliser les investissements non verts que les investissements verts, enfin les crédits verts, vous l'avez dit d'ailleurs justement, parce que en fait le fondement de la réglementation prudentielle, c'est le risque. Et aujourd'hui, le risque de financer des produits non verts est très important, et là je reviens toujours au risque de réputation, parce que là aussi c'est quelque chose qui va se savoir et qui aura un impact sur la réputation de la banque aujourd'hui, et qui donc indirectement, mais très 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 sûrement, aura un impact sur l'appréciation portée par les investisseurs, et donc un impact sur le cours de bourse. Donc les banquiers sont là pour financer. Maya a dit qu'il y avait énormément de financement qui était disponible. Encore faut-il qu'ils y trouvent leur compte, et leur compte, c'est une rentabilité, et pour ça il leur faut des incitations immédiates. Alors, je vous pose ma première question, et puis après je soumettrai les questions parce qu'on en a reçu beaucoup. Moi, il y a quelque chose qui me frappe à travers tout ce que vous dites, c'est que on a l'impression qu'on essaye de faire
beaucoup pour encourager l'investissement dans la transition écologique, dans le vert, entre guillemets, mais moi, je me rends compte surtout à travers vos propos que dans le non-vert, c'est nos futurs, quoi. Et donc, que de toute façon, si vous n'investissez pas dans quelque chose qui va vers la transition écologique, vous prenez des risques considérables. Donc, est-ce que c'est pas ça aujourd'hui, finalement, la meilleure incitation à aller vers le financement de l'économie verte? C'est de se dire que de toute façon, investir dans le non-vert, c'est extrêmement risqué. Jean-Paul Paulin. Oui, alors c'est vrai, sauf que les risques en question, on a quand même beaucoup de mal à les définir. Hein. Ce que vient de dire Sylvie sur les risques, ça fait référence à la régulation prudentielle à laquelle sont soumises les banques aujourd'hui. On a une méthode pour définir les risques en question. Mais les risques en question, c'est en gros, ce sont des chocs, des petits chocs sur des tendances longues, des petits chocs qui peuvent se transformer d'ailleurs en grands chocs, donc en chocs systémiques. Mais au départ, c'est des petites choses, quoi. Les subprimes, finalement, c'était pas grand-chose, et cependant, on sait les conséquences que ça a eu. Dans le cas de la transition écologique, les risques en question, ce sont des risques qui ne sont pas probabilisables, qui sont des risques de grande importance, de grande taille, et qui sont de surcroît rares. Et donc, rien que sur ce problème, c'est vrai que c'est un peu difficile d'en définir à partir de ça des règles. Je dis que voilà, ces risques sont particuliers, c'est ce qu'on appelle les fameux signes noirs, sauf qu'aujourd'hui on parle des signes verts à propos justement de ces grands risques. Donc on a des difficultés, et de toute façon, on ne connaît pas l'horizon. Du coup, en effet, l'argument de la rentabilité de court terme, il revient. Bon, on a souvent accusé la finance d'être court-termiste. C'est-à-dire d'avoir un horizon un peu restreint par rapport. Et alors, par rapport à ces risques, c'est très clair. Donc, c'est vrai qu'il y a des incitations sur le long terme. Sauf que les individus, comme disait Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Hein. Et donc, il y a quand même cet argument qui est l'argument un peu contraire, quoi, à l'idée que vous énoncez. Sylvie Matera. Oui, non, je suis tout à fait d'accord que d'un point de vue théorique, ces risques sont difficiles à quantifier, à mesurer, et donc peut-être à intégrer dans des normes. Cela étant, dans la vraie vie, ces risques sont réels. Quand vous êtes un établissement et que vous financez une centrale à charbon, par exemple, le risque, c'est que le lendemain, vous vous retrouvez sur la une du journal, que après, c'est repris par des fils de presse, et que vos clients sont pas contents, que même les collaborateurs se disent, mais est-ce qu'on travaille vraiment pour une banque qui est... quand vous allez chercher votre pain, on vous dit, ah, mais vous financez ce genre de choses, quand même, c'est pas bien. Et que dans 2 ans, on vous oblige à fermer la centrale à charbon. Et donc, c'est des risques de réputation qui sont très, très importants, parce que ça, et après, ça a un impact sur l'appréciation par le public de l'établissement et un impact, encore une fois, sur vos cours de bourse. Un dirigeant de banque, il a les yeux fixés sur 2 indicateurs, son cours de bourse, son niveau de capital. Et niveau de liquidité. Et la valeur de sa marque, donc son image. Oui, mais alors, le cours de bourse, c'est une formidable synthèse. Hervé Écué. Oui, mais là, vous avez totalement raison. C'est que aujourd'hui, si on applique et on atteint les objectifs qui sont posés par la réglementation, par définition, toutes les activités très carbonées seront moins rentables. Ah oui. Et donc, là où la réglementation est quand même assez intelligente, c'est qu'elle force aujourd'hui, et c'est une réglementation française qui va forcer progressivement les établissements français à mener ce qu'on appelle des stress tests, des tests de résilience. Oui. Et Maya, peut-être que vous pouvez dire un mot là-dessus, mais justement, on va aller vers ces éléments-là qui sont des éléments mesurables pour le coup et sur lesquels il va falloir avoir une véritable quantification du risque progressivement. Oui, l'un des sujets, c'est de dire qu'est-ce qui est non vert aujourd'hui. Il y a des choses qui sont, je dirais, de manière évidente non vertes. Il y a quelques années, acheter une voiture diesel plutôt qu'une voiture pas diesel, est-ce que c'était un choix non vert ou pas? Voilà. Donc, je crois que l'un des sujets de cette notion de transition, c'est la dynamique. C'est-à-dire qu'au fond, c'est assez facile aujourd'hui de dire ce qui est bien et pas bien. Je ne sais pas dire ce qui, dans 5 ans, ne sera pas bon. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment entre ce vert et ce non vert,
il y a des technologies, il y a des usages qui vont changer. On peut prendre un autre exemple, les trottinettes. Voilà, bon bah c'est peut-être qu'une trottinette c'est moins problématique qu'une voiture ou qu'un vélo. Quand il y en a plein partout. Vert un jour, mais pas vert toujours, quoi. Non, c'est plutôt sur le non vert. Je crois que sur cette notion d'anticipation, encore une fois, il y a des choses qui sont extrêmement évidentes. Le diesel, il y a 10 ans, c'était vert. Oui, c'était vert. On considérait que c'était moins polluant. Voilà. Aujourd'hui, on considère que c'est... Donc, mon message, c'est simplement le fait qu'il faut être très vigilant, à l'écoute du monde scientifique et des spécialistes, et vraiment, dans toutes ces catégorisations, se dire comment ça passe d'une catégorie à l'autre. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Je voudrais revenir sur la notion de risque. Il y a des risques, effectivement, qui sont à très long terme. Bon, c'est ce qu'on a tous en tête. Si le climat se réchauffe, les océans montent, et tout l'immobilier qui peut être en région côtière se trouve en risque. Ça, c'est un risque qui est peut-être à 20 ou 30 ans. Mais il y a des risques qui sont beaucoup plus court terme, qui sont des risques qui sont liés à la régulation. Vous pouvez très bien avoir des actifs qui demain ne sont plus éligibles au financement des banques centrales. Bah oui. Ou quand la Chine ou les grandes villes chinoises ont décidé il y a 2 ans qu'il n'y aurait plus un véhicule diesel qui circulerait, l'impact sur l'industrie automobile, il n'est pas à 10, 20 ou 30 ans, il est quasiment immédiat. Non mais c'est pour ça qu'on est soumis à des aléas de réglementation terribles. La réglementation, et donc on voit bien que c'est tout ça qui est intégré aujourd'hui chez les investisseurs de plus en plus. Ouais. Alors, je ne vous cache pas qu'on a beaucoup de questions autour de la sincérité de la démarche, à la fois des entreprises et à la fois du secteur financier. Alors on salue Jean-Luc Gaffard qui nous adresse une question. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet du côté de la gouvernance des entreprises? Est-ce qu'elles sont sincères dans leur démarche ou pas de verdissement? Et est-ce que là encore, il n'y a pas des incitations à envoyer? Moi, je trouve que c'est j'avais presque un faux débat. Est-ce qu'il y a une démarche ou pas? Ensuite, les raisons pour lesquelles les uns et les autres le font. Sylvie parle de certaines banques qui ont l'œil rivé sur leur cours de bourse. Il y a des banques qui ne sont pas cotées du tout et qui le font quand même. Et au fond, quand on regarde ce qui est fait à la fin, c'est pas forcément très différent. Donc les entités n'ont pas toujours les mêmes contraintes. Donc je serais extrêmement pragmatique là-dessus. Si la démarche est faite et qu'elle est faite avec une certaine rigueur, une rigueur scientifique, qu'elle va dans le bon sens, le fait qu'elle ait été faite au départ pour éviter un mauvais article ou par réelle conviction, voilà, je crois que il faut peut-être laisser ce débat de côté, se dire qu'est-ce qui est fait en vrai, et est-ce que ce qui est fait n'est pas seulement un effet de mode, mais une démarche continue. Voilà. Donc c'est pour ça que l'inscription des engagements dans le temps, c'est très important. Nos amis consultants qui voient des entreprises à longueur de journée. J'observe des entreprises depuis plus de 20 ans et je crois que c'est vraiment sincère. Et j'ai vu une vraie transformation, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, le sujet écologique, il était adressé dans une assemblée générale par des questions d'associations non gouvernementales. Ouais. C'était en général assez houleux. Aujourd'hui, c'est spontanément mis sur la table par les dirigeants d'entreprise et de façon sincère, c'est-à-dire c'est la traduction d'une vraie politique qui est construite aussi pour assurer la durabilité de l'établissement, mais aussi par conviction personnelle des dirigeants. Ça, j'en suis convaincu. Il y a un aspect très fort aussi, c'est celui des collaborateurs. Les salariés, de plus en plus, c'est une préoccupation pour eux. C'est un élément sur lequel ils vont chercher leur management. Et donc, je crois qu'en termes de motivation, voilà, le terme de sincérité est un peu moral pour moi, mais celui de continuité dans l'action, là, c'est vraiment très fort et c'est tout le monde qui le veut. Ouais, sincérité, mais ça va avec la rentabilité aussi. Et c'est d'ailleurs, on pourrait dire de façon un peu peut-être caricaturale, mais voire provocante, mais c'est quand même la fabuleuse plasticité du capitalisme, Jean-Paul Paulin. C'est-à-dire quand on s'interroge sur, parce qu'on remet en cause, vous voyez bien que dans une partie de cette économie verte, il y a toute une philosophie décroissante, anticapitaliste, etc. La force du capitalisme, c'est sa plasticité, cette capacité à s'adapter à tous les enjeux. Oui, mais là, en l'occurrence, la plasticité, elle vient pas du marché. Hein. Ce sont pas que des incitations de marché. Là, en l'occurrence, dans le cas de la gouvernance, et bon, je connais le scepticisme de mon ami Gaffard sur ces questions-là, mais moi aussi, je crois vraiment que c'est sincère parce que c'est une démarche collective et que ça s'appuie effectivement à la fois sur des constatations et à la fois sur un changement aussi d'optique, peut-être un changement de point de vue des collaborateurs, sur un changement culturel, Et donc, je crois en effet que le capitalisme, en l'occurrence, il va s'adapter
non pas parce qu'il y a des signaux de marché là, qui lui sont envoyés, je ne nie pas qu'il y ait une certaine pertinence à ces signaux, mais non pas parce que c'est au fond le marché qui le veut, mais c'est parce qu'en interne, il y a une vraie volonté de changer les choses, c'est-à-dire ce capitalisme dit de partie prenante. Il a du sens. Alors après, on peut toujours considérer que là aussi, il y a des effets d'annonce. Hein, mais par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Round Table, eh bien, qui a été dans ce sens-là, où par exemple le rapport Sénart-Nota, ça a vraiment du sens, ça a vraiment de la profondeur, c'est une vraie réalité. Et peut-être aussi, on pourrait dire que en fait, la multiplicité des offres, si elles ne sont pas toutes sincères, le fait qu'il y en ait énormément et que, disons, ce mouvement soit un peu victime de son succès, reflète que c'est bien une préoccupation générale. C'est puisque c'est une préoccupation générale que tout le monde veut se lancer dans ce vecteur-là. J'ajouterais peut-être, peu importe la sincérité de la démarche, ce qu'il faut par contre, c'est que lorsque l'on utilise un label, c'est que ce soit un label solide. Et j'en reviens à la réglementation. Aujourd'hui, si je prends un sujet, par exemple, qui me tient à cœur, c'est sur la biodiversité. On a un texte qui nous définit de manière précise ce que c'est que la biodiversité et dans quelle mesure est-ce que le financement accordé tombe dans la bonne case en matière de biodiversité. Vous voyez ? Donc, ce que l'on veut, effectivement, c'est que lorsque l'on dit « j'ai financé une activité pour préserver la biodiversité », c'est que ce soit réel au regard, toujours, des normes et des certifications qui existent à l'instant. Mais est-ce que l'expertise existe justement alors je sais pas, au niveau des banques, au niveau des gestionnaires de fonds, sur justement c'est ce que vous souleviez, c'est-à-dire comment on s'y retrouve parmi tous ces labels, lesquels sont fiables, qu'est-ce que ça revêt exactement, c'est quand même extrêmement compliqué. Et puis moi, je suis épargnant, mais à qui je fais confiance concrètement? En fonction de quoi je choisis? Du secteur écologique que ça concerne. Alors si je suis particulièrement sensible à la biodiversité, ou si je suis je sais pas, c'est quand même, moi je suis épargnant, je sais pas où mettre mon argent, franchement. Non, c'est très difficile. Je reviens sur les questions d'avant, qui est la question de la rentabilité, parce que le capitalisme est indissociable de cette notion de rentabilité. Et il y a eu beaucoup d'études sur le sujet pour savoir si les investissements verts étaient plus ou moins rentables. Et sur le long terme, il y a beaucoup d'études de chercheurs. Les entreprises qui ont des démarches ESG sont des entreprises qui se sont plutôt bien développées et mieux développées en moyenne que les autres. Alors après, question difficile, c'est l'horizon de temps qu'on considère en tant qu'investisseur. Est-ce qu'il est long ou est-ce qu'il est court? Et c'est vrai que la finance verte est plutôt un domaine d'investissement d'horizon long. Je vais prendre un exemple très simple. C'est les fameuses obligations vertes. Alors, on a des questions. Allez-y, parce qu'on a des questions sceptiques sur le fonctionnement et leur utilité. Oui. Quand elles ont été lancées, elles ont visé à dire, par exemple, on va financer une entreprise qui produit de l'électricité, et puis les fonds qu'elle va recueillir de cette émission obligataire, elle va les utiliser pour cet investissement-là. Au départ, il n'y avait pas de cadrage, hein, c'était quelque chose d'assez contractuel. Et puis, il y a eu des critiques sur le thème, tiens, telle ou telle entreprise n'a pas totalement utilisé tous les fonds pour ce fléchage. Ça a duré très peu de temps, ça s'est régulé extrêmement vite. Donc, étape 1, comme vous dites, le capitalisme crée ce marché-là, donc on crée ce nouveau marché. Étape 2, ça régule en réalité assez vite, par des effets de réputation, par des questions, par la sophistication aussi du fonctionnement interne de l'entreprise en question qui est capable de mieux flécher, mieux garantir, par effectivement les conseils des banques, les conseillers des banques qui amènent à mieux cadrer le sujet. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un marché qui est tout à fait considérable. En matière d'émissions, on a 110 milliards d'euros de nouveaux crédits tous les ans, à de très grandes entreprises en général, et les banques françaises, c'est 27% de ces émissions. C'est bien supérieur à la part des banques françaises dans l'ensemble des émissions obligataires. Elles sont beaucoup plus fortes là-dessus. C'est un choix qu'elles ont fait sur un marché porteur. Donc on peut tout à fait réconcilier rentabilité et transition énergétique. Et puis, par ailleurs, ce label-là, Green, il est beaucoup plus cadré. D'ailleurs, quand l'État français a dû lui-même émettre son émission obligataire, il a mis plusieurs mois à pouvoir vraiment garantir que ça, c'était du solide. Voilà. Et donc, autour de ça, se créent d'autres produits beaucoup plus sur lesquels les critères sont beaucoup plus flous, justement pour dire il y a aussi de la place pour amener les autres dans ce domaine-là.
Ils n'y sont pas, mais ils sont sur le chemin. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas être trop pressé. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très compliqué. Les textes évoluent, les pratiques évoluent, et comme vous le disiez, aujourd'hui, lorsqu'un émetteur s'engage dans un financement vert, non seulement il doit dire au départ quel est le projet qu'il va financer, mais ensuite il doit dire, lorsqu'il n'y a pas un adossement en termes de maturité entre l'investissement et le projet qui est financé, comment est-ce qu'il va réemployer les fonds, ou comment est-ce qu'il va conserver les fonds en attente de réemploi sur un autre projet vert. Donc voilà, progressivement, on va apprendre en marchant. Je pense qu'il ne faut pas être trop pressé. Ceux qui regardent les textes se rendent compte à quel point c'est compliqué, et le système va s'auto-améliorer, je pense. Question sur l'allocation de l'épargne des Français. Parce qu'on nous dit, les Français, beaucoup de livrets A. Alors, je sais bien qu'il y a le livret de développement durable, mais bon, je vous mets au défi de m'expliquer ce qu'il y a vraiment dedans. Et on nous dit, mais pourquoi pas, finalement, un grand produit d'épargne populaire vert, une espèce de livret vert, quoi. Pour avoir la rentabilité. Pour avoir le rendement. Ça ne pourra pas rapporter moins que le livret A ou le livret de développement durable. Après, il peut y avoir autour de ça des mécanismes de primes ou d'incitation fiscale qui vont avec. Je crois qu'il y a encore une fois un besoin de normalisation qui est très important. Quand vous achetez une ampoule électrique aujourd'hui, vous savez si elle est A, B, C, D, E ou F. Ouais. Il faut qu'on ait la même chose sur un produit vert. Or, aujourd'hui, définir un indice de consommation carbone, je ne suis pas sûr que dans tous les pays du monde, on ait la même définition et le même outil de mesure. Donc, il y a un travail de normalisation qui va prendre un petit peu de temps. Je pense que c'est ce que la Commission européenne a commencé à faire. Et à partir de là, on aura progressivement une taxonomie et une mesure du caractère plus ou moins vert des produits qui va faciliter le marché. Où est-ce qu'on en est vraiment aujourd'hui? Parce qu'il y a encore une fois question, je vous lis la question, quand on regarde l'évolution des différents indices boursiers sectoriels, il n'y a aucun signe de verdissement de la finance. La finance au service de la transition écologique, est-ce que c'est pas encore un vœu pieux? Sylvie Matera. Je pense qu'il faut, vous avez raison, il faut prendre un petit peu de temps. Il ne faut pas forcer les choses. En plus, on part de pas grand-chose, donc pour arriver à des montants significatifs, qui aient des poids conséquents dans les indices, ça va prendre du temps, parce qu'il y a une inertie des montants qui est quand même considérable. Donc, moi, je pense que la tendance est absolument bonne, parce qu'effectivement, tout le monde en parle, tout le monde a envie, toutes les banques ont envie de financer ce type d'investissement. Elles essaient un petit peu de comprendre dans le maquis des réglementations ce qu'elles doivent faire, quelles sont leurs contraintes en matière d'obligations financières. Mais je suis sûre que ça va venir. Il faut laisser un peu le temps au marché comme disait Maya, de s'autoréguler. Ça va venir. C'est vraiment le sens de l'histoire. Et les banques en ont conscience. Il y a un effet stock aussi. On adore en économie parler de flux et de stock. On a parlé tout à l'heure de rénovation énergétique. Bon. Qui sait aujourd'hui quelle est la performance énergétique de son logement s'il n'a pas cherché, s'il ne l'a pas acheté très très récemment. Bon. Moi, je ne sais pas. Si c'était il y a 5 ans, on ne sait pas en fait. Le seul indicateur qu'il a à peu près, c'est sa facture d'électricité ou sa facture de gaz. Mais si vous avez un crédit, Emmanuel, est-ce que vous êtes allé voir votre banque en disant au fait, mon crédit, sachez que le logement que vous m'avez financé, il est de tel niveau. Bon. Donc en réalité, aujourd'hui, dans les portefeuilles, vous avez, dans les portefeuilles de crédit, vous avez beaucoup d'actifs qui sont performants énergétiquement. Simplement, l'information, elle n'est pas disponible là-dessus. Donc, l'une des difficultés de toute cette taxonomie, de toutes ces règles sur les données, c'est la complexité dont je parlais tout à l'heure, c'est de reprendre le stock de crédit qu'on a aujourd'hui et de lui réaffecter le bon niveau pour pouvoir avoir une vraie photo. C'est assez facile de le faire. Je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai dit tout à l'heure, vous avez 30 milliards aujourd'hui d'investissements en France dans la transition écologique. Un tiers, c'est l'État, un tiers, c'est les particuliers, un tiers, c'est les entreprises. Pour les entreprises et pour les particuliers, c'est financé. C'est financé par de l'épargne ou c'est financé par des banques. Donc effectivement, cette transition, elle est déjà dans les portefeuilles des banques ou des investisseurs ou des asset managers. Simplement, elle n'est pas fléchée. Elle n'est pas identifiée. Donc, c'est pas vrai de dire qu'on n'a pas commencé à verdir la finance. Ça fait un petit moment qu'on le fait. Mais est-ce que dans 10 ans, ça aura encore un sens de parler est-ce qu'il n'y aura pas du vert partout finalement? Est-ce que ce ne sera pas la norme? Mais la finance, Maya disait, la finance est le miroir de l'économie. L'économie va vers une économie verte. La finance va financer ce qu'il y a. Oui, exactement. Et donc, c'est vrai que ça va venir naturellement.
Donc, Jean-Paul, c'est plutôt une problématique de transition, en fait, qu'on a. Oui, bien sûr, oui. C'est d'ailleurs ce qui ressort de cette table ronde, c'est-à-dire qu'en effet, il faut mettre l'accent sur la transition. Moi, ce que je crois, c'est que effectivement, il y a spontanément des volontés dans le sens de cette transition. Cela dit, je répète ce que j'ai dit dans mon propos introductif, c'est-à-dire je crois quand même que nous avons besoin d'incitations centralisées, qui viennent du régulateur, et que de ce point de vue, les politiques, au fond, les politiques environnementales, jusqu'à présent, elles n'ont peut-être pas été totalement à la hauteur. Je répète sur le prix du carbone, il y a longtemps qu'il y a des économistes qui parlent de prix du carbone. On sait qu'aujourd'hui, le marché, il est insignifiant, en tout cas qu'il n'est absolument pas de l'ampleur qui serait nécessaire pour orienter cette transition écologique. Donc, le régulateur a beaucoup à faire aussi pour que ça marche. Donc, on constate cette espèce d'unanimité de la part des individus, de la part des institutions, de la finance, mais je crois que de toute façon, on ne pourra pas se passer quand même de l'intervention du régulateur. Allez, peut-être dernière question, parce qu'elle a une assez grande portée. Est-ce que la finance verte, c'est un luxe de pays riches ou pas? C'est une bonne question. Ouais, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. C'est lorsqu'on vous parlait je vous parlais de biodiversité, c'est pas un luxe de pays riches. Ceux qui sont soumis à des contraintes n'ont pas le choix. Donc, je pense qu'il faut qu'on y arrive la problématique tous. de biodiversité, non, oui. mais le financement. Le financement, je pense que la réalité, c'est que progressivement, comme vous le disiez, progressivement, on sera tous amenés à financer ces actifs-là. Un article, vous parliez d'incitation tout à l'heure, un élément du règlement qui est intéressant, c'est qu'il dit, à terme, ceux qui ne respectent pas les labels en question devront faire une déclaration selon le principe européen comply or explain. Donc vous allez voir, donc progressivement on va y aller. Est-ce que c'est une problématique de pays riches? Je ne pense pas, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un problème systémique. Si je peux me permettre, c'est pas vraiment un luxe, ça devrait être une culpabilité des pays riches, parce que il se trouve que aujourd'hui on soumet l'ensemble des pays à ces normes, mais il faut bien dire que l'accumulation du CO2, des gaz à effet de serre, c'est quand même pour l'essentiel les pays riches qui y ont contribué, et c'est à eux aujourd'hui de faire le job de la transition, alors qu'on peut demander à des pays émergents de faire un travail équivalent, alors qu'ils ne sont pas responsables du stock en question. Ouais, enfin, moi, je serais un petit peu moins optimiste. Je pense que c'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous dit que ça avait un coût, cette transition. Un coût immédiat, même si le bénéfice peut être à plus long terme. Et certains pays ne sont pas forcément dans la situation de pouvoir faire le choix. Le fait d'avoir le choix, c'est effectivement un luxe ou une culpabilité, mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Je pense à certains pays, certaines régions d'Allemagne, par exemple, où le financement, si on finance pas le charbon, les gens se chauffent plus. Ouais. Donc c'est une très bonne question. Oui, mais c'est un débat qui a lieu partout. Vous avez vu la Banque africaine de développement qui a fait des financements verts et qui s'intéresse également à toutes ces questions-là. C'est pour financer des pays du Sud sur ces sujets-là. C'est indispensable pour tout le monde. Une bonne partie de l'activité des banques françaises, effectivement, à l'international, ça va être par exemple du financement d'éoliennes, donc première installation énergétique dans certaines zones en développement. Voilà, donc c'est l'un justement des financements innovants qui sont recherchés dans ce domaine. Allez, Jean-Paul Paulin, notre chef de table, un petit mot pour conclure. Eh bien, pour conclure, je dirais d'abord que nous avons quand même été très consensuels. Il n'y a pas eu de grosses divergences entre nous, peut-être pas assez au fond. Mais c'est vrai que tout le monde a... J'aurais pu pourtant. Ah oui, je sais pas, mais ça aurait pu être que, au fond, j'aurais pu dire à Maya, vous dites que les banques françaises en font beaucoup, mais finalement, regardez les chiffres, c'est minuscule ce qu'elles font par rapport à ce qu'elles devraient faire. Bon, alors là, on est tous à dire. Vous auriez pu le dire. C'est bien de le dire. Bon, mais
Non, on est tous d'accord pour dire qu'il y a effectivement une sorte de volonté commune pour aller dans cette transition. Le secteur financier, comme il est en première ligne, il est sans doute effectivement le plus concerné par cette affaire-là et que donc il devrait y contribuer. Je trouve que c'est bien qu'on ait mis en exergue cette notion de transition, parce qu'effectivement l'idée c'est quand même pas de passer du tout au rien, mais que le chemin qui est à accomplir, c'est ce chemin du progrès d'une situation à une autre, peut-être par petites touches dans certains cas, peut-être par des basculements plus importants dans d'autres cas. Voilà ce que je retiens quant à moi de ce que nous avons dit les uns et les autres. Ben, moi, je trouve que le point d'arrivée est assez clair, hein, finalement. Mais c'est vrai que comment en arriver là, et sachant que qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui ne l'est pas, faut beaucoup travailler. Et oui, voilà. C'est extrêmement, continuer à travailler. Extrêmement compliqué. Merci à tous. Maya Tig, directrice générale Fédération bancaire française, Sylvie Matera qui conseille la Commission européenne sur l'union des marchés de capitaux, Lord Adair Turner qui était avec nous en duplex, Elias Hervé, le directeur général de chez Mazars, et un autre Hervé Écué, et lui du cabinet Allen et Overy. Merci à tous de votre attention. Merci. 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 Merci.